Tome 3, Module 2, Fluide et Périsprit, étude 5, Application du magnétisme humain. Lors de ce podcast, nous allons aborder 4 grands points principaux. Le premier, transmission du magnétisme humano-spirituel. En deuxième point, son application et son utilisation lors de passes magnétiques en centre spirit. Sur ce point, nous aborderons l'action du périsprit dans le phénomène et la transmission des passes, la donation et la réception fluidique pendant ces passes magnétiques, et nous parlerons du collaborateur spirit qui pratique les passes. En troisième point, nous parlerons de l'eau fluidifiée. Et en quatrième, la prière. Premier point, transmission du magnétisme humano-spirituel. Les effets de l'action fluidique sur les malades sont extrêmement variés selon les circonstances. Cette action est quelquefois lente et réclame un traitement suivi, comme dans le magnétisme ordinaire. D'autres fois, elle est rapide, comme un courant électrique. Il est des personnes douées d'une puissance telle qu'elles opèrent sur certains malades des guérisons instantanées par la seule imposition des mains, ou même par un seul acte de la volonté. Entre les deux pôles extrêmes de cette faculté, il y a des nuances à l'infini. Toutes les guérisons de ce genre sont des variétés du magnétisme et ne diffèrent que par la puissance et la rapidité de l'action. Le principe est toujours le même. C'est le fluide qui joue le rôle d'agent thérapeutique et dont l'effet est subordonné à sa qualité et à des circonstances spéciales. L'action magnétique peut se produire de plusieurs manières. Premièrement, par le fluide même du magnétiseur. C'est le magnétisme proprement dit ou magnétisme humain dont l'action est subordonnée à la puissance et surtout à la qualité du fluide. Deuxièmement, par le fluide des esprits agissant directement et sans intermédiaire sur un incarné, soit pour guérir ou calmer une souffrance, soit pour provoquer le sommeil somnambulique spontané, soit pour exercer sur l'individu une influence physique ou morale quelconque. C'est le magnétisme spirituel dont la qualité est en raison des qualités de l'esprit. Troisièmement, par le fluide que les esprits déversent sur le magnétiseur et auquel celui-ci sert de conducteur. C'est le magnétisme mixte, semi-spirituel ou, si l'on veut, humano-spirituel. Le fluide spirituel, combiné avec le fluide humain, donne à ce dernier les qualités qui lui manquent. Le concours des esprits en pareilles circonstances est parfois spontané, mais le plus souvent, il est provoqué par l'appel du magnétiseur. Abordons maintenant le deuxième grand point, l'application du magnétisme humano-spirituel dans le centre spirit, les passes magnétiques. Le magnétisme mixte est la forme courante d'application des passes dans le centre spirit. Les passes sont une activité spirit systématiquement développée dans les institutions spirit par les travailleurs anonymes. La faculté de guérir par l'influence fluidique est très commune et peut se développer par l'exercice. Mais celle de guérir spontanément par l'imposition des mains est plus rare, et son apogée peut être considérée comme exceptionnelle. Cependant, on a vu à diverses époques et presque chez tous les peuples des individus qui la possédaient à un degré éminent. En ces derniers temps, on a vu plusieurs exemples remarquables, dont l'authenticité ne peut être contestée, puisque ces sortes de guérisons reposent sur un principe naturel et que le pouvoir de les opérer n'est pas un privilège, c'est qu'elles ne sortent pas de la nature et qu'elles n'ont de miraculeux que l'apparence. La transmission des passes doit être considérée comme un simple instrument d'aide, et jamais comme une ressource qui remplacerait les orientations de la médecine et de la psychologie. Car, comme nous l'explique le spiritisme, la maladie et la guérison résident dans l'esprit. L'action morale déséquilibrée de l'individu affecte son périsprit, et comme le périsprit de l'incarné est intimement lié à son corps physique, le dérèglement vibratoire de l'un affecte l'autre, provoquant en conséquence les maladies. Le corps malade reflète le paysage intérieur de l'esprit malade. La pathogénie est un ensemble de faiblesses de l'appareil psychique. Là encore, c'est dans l'âme que réside l'origine première de tous les remèdes thérapeutiques définitifs. Les traitements pharmaceutiques du monde ne peuvent effacer les causes transcendantes du caractère morbide des individus. Le remède efficace est celui qui agit sur l'esprit souffrant. Cependant,
Nous savons que beaucoup de gens ne cherchent le centre spirit que dans l'intention de guérir ou de soulager leurs maux physiques, psychologiques et leurs perturbations spirituelles. C'est donc un devoir des travailleurs de l'institution de leur fournir les explications nécessaires. Abordons maintenant l'action du périsprit lorsque les passes magnétiques sont appliquées. Par son union intime avec le corps, le périsprit joue un rôle prépondérant dans l'organisme. Par son expansion, il met l'esprit incarné en rapport plus direct avec les esprits libres et aussi avec les esprits incarnés. La pensée de l'esprit incarné agit sur les fluides spirituels comme celle des esprits désincarnés. Elle se transmet d'esprit à esprit par la même voie, et selon qu'elle est bonne ou mauvaise, elle assainit ou vicie les fluides environnants. Si les fluides ambiants sont modifiés par la projection des pensées de l'esprit, son enveloppe périspritale qui, en partie constituante de son être, qui reçoit directement et d'une manière permanente l'impression de ses pensées, doit plus encore porter l'empreinte de ses qualités bonnes ou mauvaises. Les fluides viciés par les effluves des mauvais esprits peuvent s'épurer par l'éloignement de ceux-ci, mais leur périsprit sera toujours ce qu'il est, tant que l'esprit ne se modifiera pas par lui-même. Le périsprit des incarnés étant d'une nature identique à celle des fluides spirituels, il se les assimile avec facilité comme une éponge s'imbibe de liquide. Ces fluides ont sur le périsprit une action d'autant plus directe que par son expansion et son rayonnement, il se confond avec eux. Ces fluides agissant sur le périsprit, celui-ci, à son tour, réagit sur l'organisme matériel avec lequel il est en contact moléculairement parlant. Si les effluves sont de bonne nature, le corps en ressent une impression salutaire. Si elles sont mauvaises, l'impression est pénible. Si les mauvaises sont permanentes et énergiques, elles peuvent déterminer les désordres physiques. Certaines maladies n'ont pas d'autre cause. Les milieux où abondent les mauvais esprits sont donc imprégnés de mauvais fluides que l'on absorbe par tous les pores périspritaux, comme on absorbe par les pores du corps des miasmes pestilentiels, par le contact moléculaire tout simplement. Maintenant, donation et réception fluidique lors de l'établissement de ces passes magnétiques. Dans les passes ou transmissions fluidiques, la présence d'une personne désireuse de transmettre ses énergies magnétiques ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une interaction entre le donneur et le receveur. Une fois le climat de confiance établi, comme cela se produit entre le malade et le médecin de son choix, il se crée un lien subtil entre le nécessiteux et le secouriste. Et par ce lien de force encore impondérable dans le monde, l'aide de la sphère supérieure se répand selon les mérites de l'un et de l'autre. Grâce à l'énergie transmise par les passes sous la supervision des bienfaiteurs désincarnés, c'est dans le climat de confiance et de mérite qu'ils témoignent que le malade émet des ondes mentales caractéristiques et assimile les ressources vitales qu'il reçoit en les retenant dans les constitutions physio-psychosomatiques à travers les diverses fonctions du sang. Le secours, presque toujours hésitant au départ, s'intensifie au fur et à mesure que le patient y prête attention, car en concentrant ses propres radiations sur les zones cellulaires dont il se sert, il régule ses mouvements et corrige leurs activités en maintenant leurs manifestations dans des normes souhaitables. Une fois établie la recomposition, il revient à l'harmonie organique possible en garantissant à l'esprit le contrôle nécessaire du corps dans lequel il s'ajuste. Le processus de secours par les passes est d'autant plus efficace que l'adhésion de celui qui en bénéficie est intense, de sorte que la volonté du patient, poussée à la limite maximum de l'acceptation, détermine en soi des potentiels de guérison plus élevés. Dans cet état, sous l'influx des passes reçues, les oscillations mentales du malade se condensent machinalement dans le sens du travail restaurateur qui est suggéré au tissu cellulaire de l'organe où elles se manifestent. Instinctivement, les millions de corpuscules de l'organisme physio-psychosomatique tendent à obéir aux ordres reçus en se syntonisant selon les instructions de l'autorité spirituelle qui les supervise.
Maintenant, parlons du collaborateur spirit qui donne les passes magnétiques. Le travailleur spirit qui s'occupe de la transmission des passes doit considérer ce travail comme une occasion de servir son prochain. Il doit tout d'abord comprendre que toute compétence et spécialisation dans les secteurs du travail du monde constitue le développement de la bonne volonté. Les intentions sincères de coopération et la notion de responsabilité suffisent pour nous initier avec réussite dans tout nouveau travail. Il n'oublie jamais que Dieu réalise des merveilles par l'intermédiaire du travail volontaire. En second lieu, rappelons les orientations du bienfaiteur Alexandre citées dans le livre Missionnaire de la Lumière d'André Louis. Tous, avec une intensité plus ou moins grande, pourront fournir un concours fraternel dans ce sens, parce que dès que se manifeste une disposition fidèle de coopération au service du prochain, chez tel ou tel travailleur, les autorités de notre plan désignent des entités sages et bienveillantes qui orientent indirectement le néophyte, se servant de sa bonne volonté et enrichissant sa propre valeur. Mais les compagnons qui manifestent la vocation de servir spontanément sont très rares. Beaucoup, bien que bons et sincères dans leurs convictions, espèrent la médiumnité de guérison comme un événement miraculeux dans leur vie, et non pas comme un service du bien qui demande au candidat l'effort laborieux des débuts. Bien sûr, en nous référant à nos frères incarnés, nous ne pouvons exiger la coopération de personne. Cependant, si l'un d'entre eux vient à notre rencontre sollicitant son admission dans les travaux d'aide, il recevra logiquement notre meilleure orientation dans le domaine de la spiritualité. Ainsi, le travailleur des passes, qui reste constant dans cette activité et dont l'intérêt par les acquisitions sacrées du bien est maintenu au-dessus de toute préoccupation transitoire, peut s'attendre à un incessant progrès de ses facultés rayonnantes, non seulement par son propre effort, mais également grâce au concours du haut pour celui qui est méritant. La qualité de base étant obtenue, le candidat au travail doit considérer comme urgente la nécessité de son élévation afin que ses œuvres s'élèvent au même rythme. Avant tout, il faut équilibrer le domaine des émotions. Il n'est pas possible de fournir des forces constructives à quelqu'un, même en condition d'instrument utile, si nous gaspillons systématiquement les irradiations vitales. Un système nerveux épuisé, opprimé, est un canal qui ne répond pas à cause des interruptions qui se produisent. Les peines excessives, la passion délirante, l'inquiétude obsédante constituent des barrières qui empêchent le passage des énergies de soutien. D'un autre côté, il faut aussi examiner les nécessités physiologiques de pair avec les conditions d'ordre psychique. Il est indispensable que celui qui souhaite travailler pour le bien surveille les éléments destinés au réservoir cellulaire. L'excès d'alimentation produit des odeurs nauséabondes par les pores, les poumons et l'estomac, causant des préjudices aux facultés rayonnantes en raison des déjections anormales et des disharmonies significatives dans l'appareil gastro-intestinal, touchant l'intimité des cellules. L'alcool et les autres substances nocives opèrent des perturbations dans les centres nerveux, modifiant certaines fonctions psychiques et annulant les meilleurs efforts pour la transmission d'éléments régénérateurs et salutaires. Les instructeurs spirituels recommandent également aux collaborateurs faisant ce travail l'importance d'acquérir de plus grandes connaissances sur cette activité. Certes, l'étude de la constitution humaine leur est bien naturellement conseillée, tout comme il est recommandé à l'apprenti infirmier d'acquérir des connaissances sur l'organisme en soi, bien qu'il ne soit pas médecin, et de rester attentif à l'état d'asepsie de son environnement de travail. De même, le médium passiste doit faire preuve de vigilance dans son champ d'action, car de son hygiène spirituelle résultera le réflexe bienfaiteur chez ceux qu'il se propose de secourir. C'est pourquoi on lui demande de cultiver des habitudes nobles et des activités saines et de baser le service de secours aux patients sur la simplicité et l'humilité. L'investissement culturel amplifiera ses ressources psychologiques et facilitera la réception des ordres et des suggestions des instructeurs qui le soutiennent. Sa clarté mentale consolidera son influence en la purifiant,
en plus de doter sa présence de l'autorité morale indispensable, capable d'induire le patient à l'éveil de ses propres forces réactives. Maintenant, abordons le troisième point, l'eau fluidifiée qui est utilisée dans les centres spirites. L'eau est un des plus puissants véhicules pour les fluides de toute nature, nous explique l'esprit André Luis, citant le bienfaiteur spirituel Lysias. Il nous informe aussi que dans la colonie Notre Demeure, nos solars, l'eau est surtout utilisée comme aliment et remède, et que l'on y trouve des services consacrés exclusivement à la manipulation de l'eau pure par la captation d'éléments issus du soleil et du magnétisme spirituel. Dans les centres spirites, on trouve souvent de l'eau magnétisée par les bienfaiteurs spirituels, qui transmettent au liquide de simples énergies magnétiques d'une valeur importante pour l'équilibre psychophysique des malades. D'innombrables substances de la nature sont passibles de transformation, mais l'eau est le véhicule de choix en raison de la simplicité de sa constitution moléculaire. Ce principe explique le phénomène connu de tous les magnétiseurs et qui consiste à donner, par la volonté, à une substance quelconque, à l'eau par exemple, des propriétés très diverses, un goût déterminé et même les qualités actives d'autres substances. Puisqu'il n'y a qu'un élément primitif et que les propriétés des différents corps ne sont que des modifications de cet élément, il en résulte que la substance la plus inoffensive a le même principe que la plus délétère. Ainsi, l'eau, qui est formée d'une partie d'oxygène et de 2 d'hydrogène, devient corrosive si l'on double la proportion d'oxygène. Elle se transforme en eau oxygénée qui, non diluée, est un puissant corrosif. Une transformation analogue peut se produire par l'action magnétique dirigée par la volonté. C'est ainsi que les substances les plus insignifiantes peuvent acquérir des qualités puissantes et effectives sous l'action du fluide spirituel ou magnétique auquel elles servent de véhicule ou, si l'on veut, de réservoir. Maintenant le dernier point, le quatrième, l'utilisation du magnétisme humano-spirituel dans le centre spirit, la prière. La prière est une pratique spirit importante recommandée par les esprits guides de la codification spirit. Cela ne fait l'ombre d'un doute. L'oraison représente un prodigieux bain de force, tel un vigoureux courant mental qu'elle attire. La prière, avec la reconnaissance de notre insignifiance, nous place dans la position de simple anneau d'une chaîne de secours dont l'orientation réside d'en haut. Par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirent de bonnes pensées. Il acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin s'il en est écarté. Et par là aussi, il peut détourner de lui les maux qu'il s'attirerait par sa propre faute. La prière n'est donc pas un mouvement mécanique des lèvres, ni un disque se répétant facilement dans l'appareil de la pensée. C'est une vibration, énergie, pouvoir. La créature qui prie, mobilisant ses propres forces, réalise des travaux d'une inexprimable signification. Cet état psychique révèle des forces ignorées, notre origine divine, et nous place en contact avec les sources supérieures. Si la prière exerce une sorte d'action magnétique, on pourrait en croire l'effet subordonné à la puissance fluidique. Or, il n'en est point ainsi. Puisque les esprits exercent cette action sur les hommes, ils suppléent, quand cela est nécessaire, à l'insuffisance de celui qui prie, soit en agissant directement en son nom, soit en lui donnant momentanément une force exceptionnelle lorsqu'il est jugé digne de cette faveur ou que la chose peut être utile. L'homme, qui ne se croit pas assez bon pour exercer une influence salutaire, ne doit pas s'abstenir de prier pour autrui par la pensée qui n'est pas digne d'être écoutée. La puissance de la prière est dans la pensée. Elle ne tient ni aux paroles, ni au lieu, ni au moment où on la fait. On peut donc prier partout et à toute heure, seul ou en commun. L'influence du lieu ou du temps tient aux circonstances qui peuvent favoriser le recueillement. La prière, en commun, a une action plus puissante quand tous ceux qui prient s'associent de cœur à une même pensée et ont un même but. Car c'est comme si beaucoup crient ensemble et à l'unisson.
Mais qu'importe d'être réunis en grand nombre si chacun agit isolément et pour son compte personnel. 100 personnes réunies peuvent prier comme des égoïstes, tandis que 2 ou 3, unis dans une commune aspiration, prieront comme de véritables frères en Dieu, et leur prière aura plus de puissance que celle des 100 autres.